Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer dans quelques instants, mais avant cela, quelques rappels. Tout d'abord, vous avez accès à l'interprétation simultanée. Si cela est un besoin que vous avez, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de votre écran, le symbole du globe. Vous pouvez alors sélectionner la langue de votre choix parce que les présentations seront à la fois en anglais et en français aujourd'hui. Un autre rappel. S'il vous plaît, continuez à poser des questions dans la fonction questions-réponses au fur et à mesure que nous avons les présentations et vous pouvez tous poser des questions ainsi et en vous engager dans des discussions dynamiques avec nos trois panélistes de notre programme aujourd'hui. Je vais commencer avec les présentations. Je suis Dana McLaughlin, je travaille pour l'équipe nationale pour la Fondation des Nations Unies et je suis ravi d'être rejointe par trois panélistes estimés qui sont avec nous, qui vont se présenter brièvement ou que je vais vous présenter. Nous avons Juliette Odogwu, qui est directrice exécutive de eHealth Africa. Juliette est rejointe aujourd'hui par Dr Mohamed Saran Kondé, qui est responsable de projet qui travaille avec CRS sur le projet du Fonds mondial de lutte contre le paludisme. Et enfin, nous avons Robert Cryer, qui est responsable des services technologiques de pays pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Comme je l'ai mentionné, nous allons avoir une allocution d'accueil des trois panélistes et je vous invite encore une fois à poser vos questions dans la fonction questions-réponses et que nous pourrons couvrir ensuite une fois que ces allocutions sont terminées. Pour commencer, nous allons parler de comment la technologie numérique apporte des moyens peu coûteux pour pouvoir traiter des difficultés complexes telles que le paludisme, que ce soit dans la formation, l'utilisation de tablettes pour la collecte de données ou la mise en place de systèmes numériques pour un suivi en temps réel du paludisme. La technologie mobile est un outil puissant qui peut être utilisé de manière très précise dans la collecte de données pour toute autre analyse de données complexes et de pouvoir améliorer les différentes orientations par rapport au traitement de paludisme. Nous allons parler de comment vous pouvez tirer parti de ces différents outils dans le cadre de vos pays respectifs et par rapport à la lutte contre le paludisme. Sur cette note, je vais donner la parole à notre première panéliste qui va présenter une allocution d'entrée, d'accueil sur comment elle travaille dans son travail au quotidien. Juliette, vous avez la parole. Merci Dana, bienvenue à vous tous. Je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous parler de quelques expériences de projets que nous avons eus en Afrique et nous pencher un peu plus sur la deuxième partie, sur la collaboration multisectorielle et comment vous pouvez vous appuyer sur des solutions numériques pour vraiment stimuler une approche intégrée des systèmes. Et j'essaierai de faire cela en quelques minutes assez rapidement pour vous parler des expériences de nos projets. Ce que j'ai pu résumer quelques-unes des leçons qui ont été tirées ces dernières années avec eHealth Africa et je voudrais partager avec vous trois de ces leçons avec vous. Tout d'abord, pour réaliser des systèmes vraiment intégrés et d'une collaboration multisectorielle, un des éléments essentiels qu'on a dû faire ces 2 dernières années, c'est de tirer parti des structures de gouvernance existantes, mais aussi des structures pour pouvoir réaliser des efficacités dans les nouveaux programmes et réaliser ainsi un alignement entre les sous-secteurs, mais aussi les autres secteurs, mais aussi avec les parties prenantes. Et je crois que c'est une leçon qui n'est pas seulement particulière au paludisme, mais aussi dans tous les programmes de santé publique également. Et la manière très réussie était comment nous avons pu vraiment exploiter les centres d'urgence et les structures autour de cela pour le programme de la polio et on a pu le développer ainsi et accommoder d'autres gestions de maladies, de réponses d'urgence, que ce soit les vaccinations de routine ou autres aspects. Donc, juste quelques éléments de contexte. Les centres d'urgence ont été créés pour un point de contact pour
les interventions, c'est un espace physique qui permet aux différentes parties prenantes de se rassembler pour coordonner les campagnes de vaccins, par exemple, et de pouvoir ainsi travailler avec différents partenaires et différentes parties prenantes. Un des avantages de ce type de structure, c'est que les gouvernements et les partenaires peuvent être physiquement ensemble dans le même bâtiment, de partager rapidement les leçons retenues, échanger sur leurs activités respectives. Et comme je l'ai mentionné, c'est un exemple très important d'une approche intégrée de prestation de services. Alors qu'on parlait de la polio, de réponse par rapport à cela, depuis son introduction, on a pu coordonner avec le gouvernement du Nigeria une réponse pour l'Ebola, par exemple, et de pouvoir considérer d'autres maladies, mais aussi le programme de lutte contre le paludisme également. Juste pour vous donner une idée de l'échelle, entre 2020 et 2021, nous avons coordonné au Nigeria plus de 135 campagnes au travers de différentes régions. Cela est essentiel pour s'assurer que tous les programmes sur lesquels nous travaillons puissent permettre d'être coordonnés ensemble dans leur réponse, de pouvoir utiliser des structures de cette nature, de pouvoir créer des équipes responsables, des données multipartites, multiparties prenantes qui se retrouvent avec différentes expertises techniques, mais aussi des ensembles de compétences différentes et de pouvoir travailler sur différents aspects, collecte de données, visualisation de données, analyse de données, qui ont été très utiles pour un grand nombre de partenaires. Ces équipes de données qui se trouvent dans ces centres d'intervention d'urgence sont là pour soutenir les campagnes de numérique au niveau national, mais aussi sous-régional, de pouvoir conduire ces analyses de données, de visualiser cela. Et c'est une des initiatives essentielles de la part des centres d'intervention d'urgence qui a pu rendre ces campagnes vraiment des réussites. Et au final, le Nigeria a pu ainsi contribuer à l'éradication de la polio dans le pays. Et c'est un des éléments clés dont nous sommes vraiment fiers et que nous sommes ravis de partager avec vous et comment nous pouvons travailler avec différents partis et différentes parties prenantes et différents partenaires. Un autre point à considérer lorsqu'on parle de l'approche de système intégré, c'est plus une question de conception des solutions numériques. Comme nous l'avons entendu déjà, nous sommes vraiment enthousiastes de mettre en œuvre et de concevoir des systèmes de cette nature et nous devons travailler cela à partir de l'intégration à l'esprit, en fait. Et à quoi, alors que nous faisons cela, que nous développons une solution pour un programme particulier, disons l'immunisation, vaccination, nous devons réfléchir sur le long terme et considérer les aspects d'intégration et par rapport aux solutions qui peuvent se retrouver dans le même écosystème, mais aussi comment nous pouvons nous appuyer sur les mêmes solutions numériques pour d'autres programmes tels que pour le sida ou le paludisme ou d'autres maladies, parce qu'un grand nombre de ces solutions essayent vraiment de résoudre les mêmes défis assez complexes et de pouvoir collecter les données dans le dernier kilomètre et de pouvoir présenter les différentes questions par rapport à la chaîne d'approvisionnement et de soins de manière continue et d'apporter également des éléments d'information, de prise de décision pour les différentes parties prenantes. Le fait d'avoir cette conception, cette intégration, cette interopérabilité permet de développer des solutions qui ne sont pas seulement bons et adaptées pour un programme en particulier que nous savons résoudre, mais qui peuvent vraiment être utilisées sur différents programmes et de pouvoir avoir une approche multisectorielle, avoir une visibilité dans ce sens et un soutien à ce niveau-là, mais aussi de réduire les efforts qui sont doublés en quelque sorte et de au travers des différents systèmes et vraiment soutenir les interventions et apprendre des leçons qui se ressortent de cela. Et au travers de tous nos programmes, un autre point, c'est que nous voyons en fait une prestation de services intégrée, ça permet d'assurer une visibilité, une accessibilité à des données essentielles qui permettent de soutenir et d'informer les prises de décision. Un grand nombre de fois, lorsque nous soutenons nos partenaires étatiques ou d'autres parties prenantes sur les éléments sur lesquels nous nous penchons, nous nous assurons d'avoir accès à ces données, de s'assurer qu'ils puissent avoir accès à ces données à différents niveaux différents du programme, du système de programme et que ces points de données soient vraiment utilisés et puissent vraiment informer la prise de décision par les gouvernements. Je m'arrête à ce stade et je vais permettre à d'autres personnes de s'exprimer. Merci beaucoup. C'est une allocution très forte et je suis sûr que d'autres points vont ressortir également dans la discussion, mais j'ai beaucoup apprécié votre point par rapport à l'intégration des différents processus et différents
différents systèmes et je crois que ce sera un fil directeur pour nos discussions aujourd'hui. Enfin, je vais me tourner vers Mohamed pour son allocution et si vous pouvez nous parler en fait de l'étude du guide de Guinée à laquelle vous avez participé. Vous avez la parole, Mohamed. Merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je prends part à ce panel de discussion sur l'expérience de la Guinée en matière de mutualisation de la campagne CPS avec les autres programmes de santé existants en Guinée. Je voudrais commencer par vous présenter un petit peu d'abord l'élément contextuel de l'idée de mutualisation. Ensuite, je vous parlerai un peu de temps de notre approche méthodologique et des résultats et quelles sont les leçons que nous avons eu à apprendre de cette mutualisation. Ainsi, on terminera également par les perspectives en cours. Alors, sur le plan contextuel, la Guinée avait commencé la CPS depuis 2015. De là jusqu'en 2018, nous ne faisions pas de mutualisation. Mais les agents, chaque fois, nous remontaient des informations de plaintes des parents d'enfants qui disaient chaque fois tous les médicaments que vous envoyez, c'est seulement pour les enfants. Vous oubliez les adultes, alors que ce sont ces adultes-là qui fabriquent ces enfants. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour nous? Premier élément. Deuxième élément, nous avons compris que ces gens qui passent de porte en porte pour administrer les médicaments aux enfants. Alors, cette visite à domicile qu'ils effectuent, l'occasion-là pouvait être mise à profit pour améliorer un certain nombre d'indicateurs, notamment les indicateurs du programme élargi de vaccination, les indicateurs même du programme PALU, mais aussi les indicateurs de nutrition. Alors, tout de suite, là, l'idée a germé qu'il sera intéressant, en tout cas, d'essayer d'avoir une certaine collaboration multisectorielle avec ces autres programmes. L'autre aspect aussi important, c'est qu'on était souvent confronté aussi à un problème d'interférence des activités des mêmes programmes du ministère de la Santé. Alors, chaque fois qu'on faisait, malgré la bonne planification qu'on faisait, chaque fois qu'on devait mettre des activités en place, il y avait toujours cette histoire d'interférence. Nous avons rapproché les autres programmes, programme PEV, nutrition, pour essayer de voir dans quelle mesure, lors des campagnes CPS, est-ce qu'on peut profiter de cette occasion pour pouvoir mener les autres activités aussi. Alors, consensus a été trouvé. On a révisé les outils en intégrant les besoins de ces autres programmes. Alors, dans un premier temps, nous avons également fait la digitalisation des informations concernant les données de mutualisation. Mais comme pour vous rappeler, dans le pays, en Guinée, il y a deux grands partenaires qui interviennent, notamment le CRS à travers le financement du Fonds mondial, mais aussi le projet Stop Palu Plus à travers le financement de l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. Alors, tous ces partenaires-là, sous le leadership du Programme national de lutte contre le paludisme de Guinée, travaillent ensemble. Et nous nous sommes retrouvés donc pour mettre en place cette activité de mutualisation. Alors, lorsqu'on l'a mise en place sur le plan méthodologique, on a jugé utile de faire de faire la digitalisation des informations pour pouvoir assurer un meilleur suivi de ces données. Et il y a eu également le projet pilote qui a été financé par Gavi. Alors, pour voir un peu, d'un côté, ce sont les mêmes agents de la CPS qui faisaient aussi les activités de mutualisation. Mais de l'autre côté, dans la région, dans une autre région de la baie, c'est vraiment des agents qui avaient été trouvés par Gavi, que Gavi finançait, qui faisaient des activités de mutualisation. Lorsque nous avons terminé, en termes de résultats, rapidement, on s'est retrouvé que vraiment les résultats ont été très, très concluants parce que ça nous a permis vraiment d'avoir des données assez édifiantes. Notamment, on a pu, par exemple, sur le nombre de cas de paludisme, on a pu tester 15 067 cas de paludisme. Et cela a représenté 10% du total des tests réalisés durant les 4 mois. Alors, lorsqu'on a comparé cela avec seulement la campagne CPS a eu lieu pendant 5 jours. Mais en 5 jours, on a pu toucher 10% des cas de paludisme que les recours ont pu faire en 4 mois. Alors, il y a eu 4 961 cas qui ont été confirmés, soit 33% de taux de positivité. Parmi eux,
il y a 4 958 cas qui ont été traités, soit 7% de l'ensemble des cas traités durant les 4 mois. Et par rapport aux femmes enceintes qui ont été référées pour la distribution de TPI, mais aussi pour les moustiquaires, 3 890 femmes enceintes ont été rattrapées pour la CPN, la consultation prénatale, mais aussi pour la vaccination. Et on a pu également, pour les enfants cibles du PEV, du programme élargi de vaccination, on a pu rattraper 5 486 enfants de moins d'un an qui ont eu non seulement la vaccination, mais aussi les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il y a eu le double impact également de prévention des cas graves et de la réduction des cas. Alors, comme leçon apprise, nous avons noté que le dépistage des cas de paludisme pendant la CPS a permis de réduire les cas d'exclusion de la CPS liés à la fièvre et améliorer vraiment les couvertures de CPS. Comme vous le savez, lorsqu'on a commencé la CPS, à chaque fois qu'on trouvait un enfant qui était fébrile, tout de suite là, l'enfant a été exclu de la CPS. Mais il fallait faire le test de dépistage pour voir est-ce que cet enfant qui est fébrile souffre du palu ou pas. Alors, lorsqu'on faisait le test de TDR, quand ça se révélait négatif, on donnait le médicament, donc les exclusions ont été drastiquement réduites. Également, nous avons compris que la mutualisation a amélioré aussi l'adhésion communautaire, puisqu'on a pris les besoins des autres communautés aussi en charge. Ces adultes qui étaient là étaient aussi testés et on traitait les cas de paludisme pour eux. Donc l'adhésion communautaire a été améliorée. La mutualisation aussi, nous avons compris que la mutualisation ne doit pas porter seulement sur l'opportunité de temps qui est offerte. Elle doit également intégrer, concerner la mise en commun des ressources matérielles, mais également des ressources humaines et financières. Et donc, si on les met ensemble, on peut vraiment réduire chacune des activités. Lorsqu'on a permis de générer des économies et de réduire le temps vraiment consacré et vraiment d'améliorer la collaboration multisectorielle, gagnant-gagnant. Chaque partie du programme du ministère de la Santé a retrouvé son intérêt vraiment dedans. En termes de perspective, c'est vraiment la digitalisation des données de mutualisation. Parce que lorsqu'on a commencé, c'était seulement la zone mondiale où on faisait la digitalisation avec le module THS2 Event, la série Event. Également, en termes de perspective, c'est l'extension vraiment de toutes les zones CPS et l'extension de la mutualisation de toutes les zones CPS avec la prise en charge d'un troisième agent qui va s'occuper de la mutualisation dans chaque équipe. Et les discussions sont avec Gavi et nous espérons vraiment avoir une suite favorable à cela pour vraiment renforcer la collaboration multisectorielle. Nous prévoyons également la consommation, d'augmenter la consommation des intrants de mutualisation dans les commandes des centres de santé parce que ça a été un des problèmes aussi. Nous n'avons pas pu vraiment, parfois, il y a à cause des ruptures d'intrants et parfois on n'arrivait pas à traiter tous les cas aussi. Et l'autre aspect, l'autre leçon apprise qui était vraiment intéressant, c'est que on a compris ici que à travers cette digitalisation de la CPS dans son aspect mutualisation, et cela nous a permis en tout cas d'apprendre certaines leçons qui sont en train aujourd'hui de nous aider à faire la digitalisation de la campagne nationale de distribution des moustiquaires. Donc, vous voyez, les retombées, en tout cas, du côté de la Guinée ont été vraiment très intéressantes. Et vraiment, voilà ce que je voulais quand même exposer à vous. Et je serais très heureux de recevoir vos questions, en tout cas, pour vraiment partager encore de plus de... Thank you, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. C'est bon d'entendre certaines de ces leçons qui ont été apprises et ça fera une grande partie de nos discussions de questions-réponses. Donc maintenant, nous allons passer à Robert Cryer qui peut parler de la perspective du Fonds mondial. Comme beaucoup d'entre nous le savons, est un supporter fort et solide de solutions numériques pour les programmes de santé. Donc Robert, c'est à vous. Merci, Dana. Bien, au Fonds mondial,
Nous faisons partie des équipes de services technologiques dans les pays et nous conseillons les pays, nos collègues dans les équipes de pays sur les meilleures façons de pouvoir investir dans la technologie numérique pour essayer de s'assurer que nous puissions avoir les résultats les plus efficaces ou les plus efficients, ou du moins les résultats envisagés lorsque les projets sont rassemblés. Et un des éléments à considérer pour avoir une vue d'ensemble, une vue générale des solutions à être mises en place. Et en ce qui concerne cela, nous ne nous penchons pas particulièrement sur des termes spécifiques. Par exemple, en ce qui concerne des groupes dédiés, focalisés sur des interventions, par exemple, dans le domaine du paludisme, mais quelque chose qui a une portée plus large ou qui soit fixe, qui soit associé à des technologies ou des solutions existantes. Donc, comment est-ce que ceci fonctionne ensemble? Donc, aussi, souvent, un point supplémentaire qui n'est pas considéré lorsque nous penchons sur cela, c'est par exemple, et je sais que d'autres membres de cette table ronde ont déjà parlé de cela, mais c'est ce que vous avez déjà, donc en fait, actuellement, le pouvoir aux cliniques où vous voulez donc avoir cette information numérique, avez-vous en fait une connectivité Internet et quelle est la fiabilité et la stabilité de cette connectivité et de ces connexions? Parce que sans ceci, les infrastructures de base en fait qui sont rassemblées ou qui devraient être en place, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous espérez. Et donc, ceci ne signifie pas que vous ne le fassiez pas, mais simplement que cela fasse partie du projet initial, de plan de projet pour approcher cette information, cette intervention. Vous devez considérer les points supplémentaires afin de pouvoir vous assurer qu'il puisse être en place si vous, que vous avez un plan pour soutenir ceci. Un autre élément aussi concerne la durabilité. Ça, c'est un élément que nous considérons. C'est assez souvent le fait que c'est ce qui énergise et mobilise les gens, le projet lui-même, et que les gens peuvent voir le fait que de faire cette intervention, ils peuvent voir facilement les avantages et bénéfices que vous allez tirer de cette d'une intervention en particulier, mais pas en se penchant nécessairement sur une période de 3 à 5 ans autour de ceci. Et comment pouvons-nous donc faire perdurer cela de façon durable? Et avons-nous des financements, pas uniquement juste pour l'investissement capital, mais aussi pour les dépenses opérationnelles requises ici et les personnes qui seront nécessaires afin de pouvoir donc continuer avec le support pour le système, avec la maintenance et donc avec un point de vue à plus long terme sur une période de 5 ans. De plus, il y a aussi d'autres choses que nous voyons qui sont très puissantes en ce qui concerne les risques et pour mener à de meilleures réussites en ce qui concerne cela. Un d'entre eux concerne la gouvernance forte, mais si vous avez la bonne gouvernance en place et que vous avez c'est bien en place et que vous avez les parties prenantes qui soutiennent ce que vous essayez de faire, vous pouvez avoir une chance bien meilleure de pouvoir surmonter les obstacles. Et vous pourrez alors faire en sorte que les projets pourront alors être développés et déployés comme vous le souhaitez. Une autre chose aussi que le Fonds mondial, où nous devons dire que nous devons nous améliorer dans ces domaines, c'est aussi la coordination, même au sein du Fonds mondial, en ce qui concerne notamment la question des maladies, mais aussi avec les donateurs, aussi pour s'assurer que s'il y a des interventions, qui cela fonctionne en harmonie avec les pays et que nous ne laissions pas de manquement et de lacunes entre les solutions ou de vide ou que nous n'ayons pas cependant aussi de chevauchement aussi dans une direction ou une autre. Aussi, le dernier élément concerne le fait que nous devrions aussi nous pencher sur le fait de considérer ou d'avoir une préférence pour l'utilisation de biens mondiaux. Tout d'abord parce que nous sommes en train, nous pouvons considérer des solutions qui ont été bien éprouvées aussi, par exemple, ou qui ont bien fonctionné, ou aussi dans les pays où les situations où cela est requis, plutôt que de développer ceci
Cela est aussi vraiment en dernier recours, à moins qu'il n'y ait pas de solution qui soit disponible. Vous voulez développer cela et nous voyons une tendance pour les gens qui sentent qu'ils veulent développer ceci eux-mêmes et donc s'approprier la responsabilité de cela. Et d'après notre propre perspective, si vous voulez en fait faire quelque chose qui va être moins prône à avoir des problèmes, c'est quelque chose que nous pouvons développer en anglais d'après ce qui est utilisé aussi en ce qui concerne les biens mondiaux. Merci. Merci beaucoup, Robert. Donc, trois perspectives très différentes, mais aussi en ce qui concerne les réflexions, mais aussi le partage des leçons. Et donc, dans ce panel, il y a des leçons claires que j'ai vues de toutes les parties en ce qui concerne le processus de mise en œuvre des solutions numériques et nous sommes privilégiés d'entendre beaucoup de perspectives ici. À nouveau, je vous encourage à à présenter vos questions dans la fonction de Q&A. Il semble qu'il n'y a pas de questions maintenant, donc ça veut dire que je pense que je vais poser mes questions pour le panéliste. Et je vais donc commencer avec Juliette et dire un point que vous avez mentionné en ce qui concerne le rôle essentiel des centres d'urgence opérationnelle. Et je comprends, d'après vos commentaires, que les centres sont donc établis pour être des points de contact pour l'éradication de la polio, mais donc, ceci adopte peut-être un rôle plus large pour être un hub et un centre central pour la coordination, la numérisation. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus en ce qui concerne ce que ces centres ont fait durant la pandémie et comment leur rôle à l'avenir, même en ce qui concerne la collecte de données et partage des données et infection et détection. Mais comment voyez-vous l'évolution de ces centres à l'avenir, notamment quand il y a tellement de conversations maintenant, ce qui concerne l'investissement dans les infrastructures et de ces centres qui peuvent aider aussi pour la détection de crises sanitaires à l'avenir avec des éléments de système de gestion de données polyvalents. Donc, si vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus en ce qui concerne ces centres opérationnels en situation d'urgence. Merci Dana. Vous avez vraiment appuyé sur le point principal. Une des choses que j'ai mentionnées dans mes remarques d'introduction, c'est que quand nous avons eu la pandémie de Covid-19 qui nous a frappé, les centres d'opération d'urgence sont devenus en fait les centres de commande pour cette réponse avant que des structures à plus long terme puissent être mises en place. Et ça, c'est un des avantages que nous avons vu, le fait d'avoir donc un espace ou une forme ou une avenue où différentes parties prenantes multisectorielles peuvent collaborer et aussi planifier et mettre en œuvre des réponses d'urgence. Et donc, vous voyez, ça, c'est une des choses que nous avons vu à partir du Nigeria pour mettre en œuvre à travers plusieurs pays en Afrique avec l'option et de pouvoir les établir comme centre pour la polio, mais avec une vue d'ensemble plus élargie pour voir où nous pouvons fournir donc un alignement pour soutenir ce qui se passe ailleurs. Et une des choses aussi que cela fait, c'est que ceci harmonise les gestions de ressources. Donc, par exemple, cela réduit les systèmes parallèles, comme je l'ai dit au début, et cela assure que les parties prenantes peuvent faire des investissements supplémentaires pour des optimisations de centres plutôt que de créer des centres supplémentaires avec différents programmes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été appuyé par le gouvernement de Nigeria et d'autres pays et c'est quelque chose aussi que les partenaires peuvent voir comme ils voient la valeur d'avoir ceci. Et les investissements maintenant sont sur le sujet de collaboration de différentes parties prenantes pour ce centre d'opération d'urgence parce que nous savons que c'est une infrastructure clé pour les réponses d'urgence. Une des choses que nous voyons aussi et que nous faisons aussi, c'est que oui, bien sûr, la fonction primaire est de répondre aux urgences, mais aussi donc entre les urgences aussi, quand nous savons donc la stabilité de ce centre, c'est vraiment autour de l'amélioration de la surveillance et des modèles de prévision, donc avec des équipes technologiques qui sont dans ces centres pour vraiment se focaliser sur l'utilisation de données disponibles afin de pouvoir mener des analyses complexes avec une compréhension des tendances de maladies afin de pouvoir prévoir à certains niveaux comment l'évolution de ces maladies, aussi pouvoir guider la mise en œuvre à travers les différentes maladies multiples, aussi l'utilisation. Pour avoir une image plus réaliste de l'image publique et de ce paysage. Et donc, je vois que ça, c'est un avantage aussi crucial d'avoir un seul centre qui soit essentiel pour pouvoir se pencher sur cela de façon plus holistique et plus générale. Merci beaucoup. C'est donc
une très bonne chose parce que donc nous avons une gouvernance forte et un partage de leçons à travers les pays. C'est évidemment un aspect critique du travail du Nigeria dans ce domaine de partage, de coordination, de réponse d'urgence. C'est vraiment absolument fantastique d'entendre que ces leçons sont partagées et donc sont aussi multipliées et répliquées et dupliquées aussi. Donc maintenant, j'aimerais présenter une question à Mohamed. Mohamed, vous avez parlé un petit peu donc des le fait de vraiment bien pouvoir identifier les fièvres et les raisons derrière celles-ci avec un diagnostic approprié, avec un tel dépistage. Et donc, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu plus de comment ces solutions de données que vous avez mises en œuvre et donc aussi bien dans la Guinée qu'ailleurs ont pu aider les travailleurs de soins et de santé à pouvoir couvrir plus de la population, en particulier dans les communautés des derniers kilomètres. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus quant à comment ces travailleurs de soins et de santé ont pu pouvoir répondre aux fièvres plus rapidement et aussi pouvoir diagnostiquer de façon appropriée le fait de pouvoir enregistrer ces fièvres, ces diagnostics dans le système de surveillance à cause des investissements et grâce aux investissements dans le personnel de santé. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'évolution de ceci en Guinée et des autres pays dans lesquels vous avez travaillé, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup et je pense que c'est vraiment une pertinente question. Par rapport à la prise en charge des cas de paludisme pendant les campagnes CPS, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a remarqué un nombre d'enfants à cause de la fièvre. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé d'installer ici? C'était vraiment de former déjà tous ceux qui font la mise en œuvre de la campagne CPS. La plupart, ce sont des relais communautaires, prévention de la prise en charge du paludisme. Alors, ces RECO, même si on n'est pas en période de CPS, font des visites à domicile pour rechercher les cas de fièvre et puis pouvoir les tester, mais aussi les traiter pour les cas confirmés. Et si c'est des cas graves, ils les réfèrent au centre de santé. Comme je l'ai dit dans le système, dans l'élément contextuel, ce qui nous a amené vraiment à intégrer cela, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de cas d'exclusion. Deuxièmement, et les parents, les adultes qui se plaignaient que eux, quand ils sont, on ne fait que donner des médicaments aux enfants, on ne pense pas à eux. Alors, on a dit que, puisqu'il y a des enfants aussi il y a des adultes aussi qui peuvent tomber malades par cause de fièvre, on a joué utile de prendre en charge tous ces cas-là, alors à travers des relais communautaires qui déjà ont leur registre de routine, même en dehors des CPS. Donc, tous les cas qui étaient diagnostiqués étaient enregistrés dans ces registres pour être remontés dans le système de routine et dans le VHS, toutes ces données-là ont été saisies. Et donc, c'est comme ça, cela se passait et cela a amélioré beaucoup la collaboration entre les gens de santé, mais également les communautés qui se plaignaient d'avoir été exclues vraiment des activités de santé qui étaient exclusivement basées sur les enfants de moins de 5 ans. Donc, ça a été une très bonne expérience en Guinée. Et comme je l'ai dit, en termes de perspective, nous comptons vraiment faire la mise à échelle de toutes ces activités de mutualisation dans tout le pays, y compris la numérisation. Merci beaucoup. Bien, donc maintenant je vais me tourner vers une question pour Robert. Nous savons que le Fonds mondial développe leur nouvelle stratégie, même que de nombreux points que vous avez présentés en ce qui concerne l'optimisation et la stabilité de l'investissement. Pensez-vous que le Fonds mondial va permettre à ce qu'il y ait des plateformes plus intégrées à l'avenir et comment est-ce que cela pourrait donc s'appuyer sur les leçons tirées des solutions numériques qui ont été déployées durant la pandémie? Parce que des challenges et les défis de gestion en personne. Donc, j'aimerais avoir vos éléments de réflexion en ce qui concerne comment fonctionne le Fonds mondial sous cette nouvelle stratégie. Bien, merci Dana. Donc, une des choses sur lesquelles nous nous penchons en particulier, c'est pour nous la façon la plus optimale de collecter et d'utiliser les données, de s'assurer que la charge que nous plaçons sur les pays
est aussi minimale et aussi focalisée que possible pour s'assurer que nous puissions obtenir l'information dont nous avons besoin sans sans charge excessive parce que nous comprenons les exigences générales que cela nécessiterait. Donc, une des choses aussi que nous ne faisons pas de façon aussi efficace que nous puissions le faire, c'est aussi de pouvoir travailler avec d'autres bailleurs de fonds afin de se pencher sur cet ensemble de collecte des données. Cet élément concernant la collecte des données pour s'assurer que nous ne posons pas la même question deux fois, ou que nous ne posons pas la même question de deux façons différentes qui nécessitent encore une fois des façons inefficaces de collecte des données. Et nous essayons aussi d'équilibrer ceci avec une des choses qui, encore une fois, devient un sujet de conversation maintenant, c'est que quand nous sommes penchés sur les données ou les rapports et que nous revenons au Fonds mondial souvent, il y a donc 6 mois, cela prend 6 mois de préparation. Donc les données que nous examinons sont pour des situations qui se sont déroulées 6 mois auparavant. Et donc il y a une compréhension, une acceptation de ceci à ce stade jusqu'au moment où nous voyons maintenant avec l'impact de la Covid et la capacité de vraiment pouvoir commencer à présenter les données de beaucoup plus en temps réel ou très certainement beaucoup plus rapidement que cela n'était le cas auparavant. Et donc, nous commençons à avoir des questions qui sont posées quant à comment pouvons-nous donc commencer à réunir des données de façon plus rapide et de façon beaucoup plus précise, mais aussi sans accroître cette charge générale sur les pays en question. Et ça, c'est une des façons selon lesquelles nous souhaiterions faire ceci, c'est-à-dire à travers des captures de données plus efficaces et plus coopératives et de façon plus numérique pour le faire de façon plus numérique plutôt qu'à travers des processus manuels et des procédures d'examen qui sont en cours, donc en essayant de voir comment nous pouvons donc effectivement accélérer et numériser, automatiser ces processus afin que les flux de données soient plus rapides que ce n'est le cas pour le moment ces jours-ci. Merci beaucoup pour répondre à ma question, Robert, et pour nous avoir donné un peu plus d'éléments concernant l'importance de la coordination entre les donneurs et les bailleurs de fonds. Et je pense que ça, c'est définitivement une leçon énorme que donc nous avons tirée avec la nouvelle période de stratégie du Fonds mondial. Et j'espère que beaucoup de ces commentaires en retour seront entendus de la part des programmes de pays et des programmes de mise en œuvre aussi. Et je suis ravi d'entendre que vous avez mettez ceci en priorité. Nous avons une question dans le chat pour Mohamed qui est la suivante. Merci beaucoup pour les résultats sur les campagnes de CPS en Guinée. La question est, pour le cas des enfants qui sont testés donc pour la fièvre, est-ce qu'il y avait un système de référencement pour les différents enfants fiévreux ou est-ce que cela a été fait de manière systématique? Et la question est également, à part cela, est-ce qu'il y a un autre système en place par rapport aux enfants pour les systèmes de campagne de dépistage en Guinée? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Mohamed? Oui, très bien. Merci vraiment pour cette autre intéressante question. Et effectivement, je disais qu'avant la mutualisation, tous les cas fébriles que les distributeurs rencontraient, ces cas fébriles-là faisaient l'objet de références. Mais comme vous connaissez le système de référence en Afrique, le plus souvent, ça n'aboutit pas. Même quand le cas est fébrile, vous dites de référer. Souvent, le problème de déplacement pose la prise en charge des cas de paludisme pendant la CPS. Mais le test de diagnostic rapide était réalisé exclusivement, les TDR sont réalisés pour ces personnes. Lorsque le cas se révèle négatif, on lui donne SPAQ. En plus de cela, on nous conseille à la maman d'envoyer l'enfant à l'hôpital parce
le médicament qu'on lui a administré montre la cause réelle de cette fièvre-là, parce que le TDR nous a montré contre le risque de paludisme. On conseille la maman, les distributeurs conseillent la maman à ce que l'enfant soit référé dans le centre de santé le plus proche. Effectivement, il y a ce système de référence qui est mis en place. Alors, et les cas graves aussi, les cas graves qui étaient retrouvés par les distributeurs, ces cas graves faisaient également l'objet de référence. Donc, l'autre question est aussi, les TDR étaient administrés par qui? Ce sont les relais communautaires qui ont une certaine formation sur la prévention et la prise en charge du paludisme. Comme je l'ai dit, pendant le recrutement de ces distributeurs, les relais communautaires sont prioritaires. Donc, nous donnons les TDR aux équipes où il y a des relais communautaires ou bien des agences de santé qui sont capables de réaliser le TDR. Alors, c'est comme ça se passe en Guinée. Et donc, voilà la réponse que je pouvais vous apporter. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. La question suivante s'adresse à Juliette. Nous savons que les IRS sont importants en pulvérisation de répulsifs à l'intérieur pour la détection de maladies infectieuses. Cependant, le paludisme, et même dans les pays à forte charge, les régions endémiques, on voit souvent des foyers importants. Pensez-vous que ces pulvérisations de répulsifs intérieurs peuvent être mises à l'échelle pour mieux identifier les foyers importants de paludisme? Est-ce que c'est déjà été fait? Est-ce que vous pouvez partager quelques éléments sur cette question? Merci pour cette question. Je pense qu'il doit y avoir une approche plus ou moins hybride par rapport à cela. Je pense que le système actuel de surveillance du paludisme qui est en place est différent selon les pays, mais généralement c'est assez robuste en fait pour la collecte des données de manière routinière, mais qui nous aide justement à faire ce type d'identification de ces foyers importants. Donc, et lorsque nous avons des systèmes plus complexes qui peuvent nous aider à prédire en fait des zones de foyers d'épidémie et d'autres. Et donc, c'est une question de pouvoir exploiter ces données, de planifier les activités, des réponses sur le terrain, comme on les appelle. Et donc, lorsqu'il y a des campagnes qui sont lancées, il doit y avoir des programmes spécifiques au paludisme ou d'autres types d'interventions qui s'appuient sur des structures telles que les centres d'opération d'urgence qui ajoutent de la valeur aux activités. Un autre élément, c'est que cela nous aide à tirer parti en fait d'autres programmes sur le terrain, de d'autres structures qui existent déjà en place également pour le paludisme. Je sais qu'il existe des programmes similaires en fait dans les programmes de vaccination, les campagnes de vaccination, donc de pouvoir s'appuyer sur ces structures et tirer des leçons, des autres programmes, et de pouvoir comprendre également les calendriers, les échéances dans les différentes communautés. Cela peut nous aider de pouvoir s'appuyer sur les données de manière plus efficace et de pouvoir partager et déployer les interventions dans les communautés et des interventions qui sauvent des vies de manière efficace. Parce qu'au final, nous ne voulons pas travailler en silo, nous voulons vraiment mettre en œuvre une manière de collaboration multisectorielle et intégrée. Et c'est là, je crois que c'est là la valeur que ce type de mécanisme peut apporter dans la lutte contre le paludisme. Merci beaucoup d'avoir éclairci cela et je suis ravi de savoir que ces systèmes peuvent être assez versatiles. Je sais que vous l'avez mentionné tout à l'heure, Robert, mais il y a des points sur le partage des données, sur l'accessibilité, la visibilité pour les chaînes d'approvisionnement, pas que ce soit pour le paludisme, mais aussi au-delà du paludisme et d'autres maladies que le Fonds mondial soutient, que ce soit le sida, le VIH ou la tuberculose. Comment pouvez-vous partager ces données et comment cela vous permet de prédire des goulots d'étranglement et les lacunes ou les manquements dans la chaîne d'approvisionnement et comment ces systèmes peuvent vous aider et vous permettre d'exploiter vraiment les données
au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir mettre en œuvre des solutions efficaces qui vous permettent d'avoir les produits de base là où ces produits doivent être distribués. Je vais commencer avec Robert sur sa perspective sur l'exploitation des données en matière en matière de chaîne d'approvisionnement. Donc oui, je pense que la disponibilité des données appropriées, c'est l'élément le plus important, le plus essentiel qui peut aider dans la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, pas seulement pour le paludisme, mais dans l'ensemble des programmes de lutte contre d'autres maladies. La capacité de collecter des données en temps réel ou presque réel peut vraiment aider dans la prise de décision. C'est vraiment le modèle, les solutions numériques essayent de résoudre ces difficultés, ces défis, de développer différentes solutions de collecte de données dès le dernier kilomètre, de comprendre les particularités de comment ces données peuvent être utilisées. Et le but de collecter ces données de manière efficace est de pouvoir donner aux décideurs à un plus haut niveau, une meilleure compréhension rapide sur l'évolution au niveau de la chaîne d'approvisionnement et d'identifier ainsi les ruptures de stock. Et cela peut permettre de prédire même cela avant que cela se produise, en fait, et de pouvoir mieux cibler les interventions par rapport. Et ça, c'est l'aspect le plus important que les solutions numériques ont pu apporter à la chaîne d'approvisionnement, ils ont pu ainsi avoir une rotation très rapide pour la compréhension de la situation sur le terrain. Et lorsqu'on s'intéresse aux solutions comme la plateforme des HIS2 est très utilisée, très utile dans beaucoup de pays, beaucoup de systèmes de santé de différents pays, non seulement pour avoir les données dont nous avons besoin sur la planification sur long terme, mais aussi au travers de différents programmes. Et on peut exploiter ainsi ces données pour mieux comprendre les relations qui existent entre différents programmes. Et on s'intéresse à différents aspects, mais de pouvoir agréger toutes ces données et comprendre les différentes tendances, les disponibilités des produits de base et comment cela peut avoir un effet également sur les résultats de santé publique. Et cela doit être fait à différents niveaux, que ce soit transactionnel ou différents niveaux. Ce sont des valeurs qui apportent vraiment des données qui apportent vraiment de la valeur sur la disponibilité des données pour pouvoir avoir une plus grande visibilité pour les chaînes d'approvisionnement également. Merci Juliette. Robert, vous voulez intervenir également par rapport à ce point? Oui, je pense que un des éléments sur lequel nous travaillons de manière active avec le Fonds mondial, c'est comment numériser, digitaliser donc les systèmes de distribution de bout à bout. Actuellement, nous faisons le forcing pour avoir un code QR sur les moustiquaires, par exemple, de sorte que nous puissions faire un meilleur suivi de ces moustiquaires et de ces différents systèmes, de ces différents produits, mieux gérer donc les différentes problématiques à laquelle Juliette faisait référence tout à l'instant. Donc, ce faisant également, pour remonter cela au niveau de la communauté, combien de moustiquaires ont été distribués dans différentes localités et sur l'exploitation des données ainsi. Et on peut mieux soutenir la chaîne d'approvisionnement, mais peut également informer d'autres programmes, encore une fois, comme sur la tuberculose par exemple. La taille de la communauté à laquelle nous avons affaire, par exemple, qui a été localisée à partir de données des systèmes d'information géographiques, peuvent être utilisés avec d'autres objectifs que celui de simplement apporter et livrer des moustiquaires. Donc, un des problèmes que nous avons par rapport à cela, cependant, c'est que nous commençons à identifier de manière unique, en fait, certaines données. Et la question par rapport à la protection de ces données devient plus un problème, en fait, et une inquiétude. Donc, nous devons nous assurer que ces données soient recueillies d'une telle manière que cela ne peut pas causer quelque préjudice que ce soit à la personne qui fournit ces données en première instance. Et ce qui rend cela plus difficile, c'est que
Parfois, les mesures en matière et les réglementations en matière de protection des données dans les pays où nous travaillons ne sont pas suffisamment clairs sur ces différents aspects, d'orienter au niveau national quelles sont leurs positions par rapport à ce point. Et un autre point, un autre sujet sur lequel nous travaillons avec le Fonds mondial, c'est de pouvoir définir une position commune sur ces protections de données par rapport à quelle est notre position par rapport à cela, quel devrait être notre rôle par rapport à cela, et de pouvoir continuer à soutenir et protéger les populations que nous servons et desservons. Mohamed, vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait, merci. Je voulais juste confirmer ce que Robert était en train de dire par rapport à la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement. Comme vous le savez, la Guinée est actuellement en plein préparatif de la campagne MIDLA, qui est une première expérience en matière de digitalisation jusqu'au niveau communautaire. Donc là, nous avons digitalisé non seulement la phase de dénombrement des ménages, mais aussi la phase de distribution. Également, une des recommandations du Fonds mondial a été, en tout cas, d'essayer de digitaliser aussi la chaîne d'approvisionnement. Alors, nous avons créé un module supply chain au niveau de DHS2. Donc, il y a un module qui est prévu pour ça, pour que nous puissions traquer les moustiquaires par numéro de lot distribués jusqu'au niveau site de distribution. Donc, cela va nous permettre en tout cas d'avoir un meilleur suivi sur ces moustiquaires, mais également de pouvoir les suivre même par numéro de lot. Et donc, ça facilite vraiment le suivi des données. Maintenant, il y avait quand même une question sur la contribution du secteur privé dans le cadre de cette digitalisation. Et oui, en Guinée, par exemple, nous, puisque dans le cadre de la digitalisation de la campagne MIDLA, il fallait envoyer des SMS aux ménages concernant le nom de leur site de distribution, mais aussi la date de la distribution. Et aussi, ce code ménage-là, en fait, ce message-là devait contenir aussi et les informations sur le code ménage, mais aussi les informations sur le lieu de distribution, ainsi que le code ménage. Alors, on a donc l'État guinéen, à travers le ministère de la Santé, a adressé un plaidoyer à la fondation Orange pour que Orange puisse accepter le financement, par exemple, de l'envoi de ces SMS-là, parce que le coût est quand même très élevé. Voilà donc ce que je voulais apporter vraiment en termes de contribution sur la digitalisation de la chaîne logistique, mais aussi la contribution du secteur privé. Merci à vous. Merci Mohamed. J'apprécie que cela nous aide en fait à faire une transition à la question suivante. Nous arrivons dans les toutes dernières minutes de notre programme, mais pendant ce temps, je me tourne vers Juliette pour qu'elle partage ses réflexions sur le rôle du secteur privé et comment ils peuvent contribuer à l'amélioration et à la numérisation justement de ces différentes activités. Merci. En plus de ce que Mohamed a indiqué, et c'est par rapport à la contribution de la collecte des données et les contributions du secteur privé dans ce sens et dans ce contexte pour vraiment améliorer l'exactitude des solutions numériques et de nos systèmes d'information. Donc, alors que nous savons que dans la plupart des pays, le secteur privé en fait s'intéresse aux soins de santé pour la majorité de la population. Il y a un grand nombre de données qui ne sont pas récoltées de manière appropriée, mais qui devraient être plus intégrées à des capacités de planifier la compréhension de la population. Et nous comprenons également que le secteur pharmaceutique a un rôle majeur à jouer par rapport à la programmation d'initiatives de lutte contre le paludisme et différentes initiatives significatives qui peuvent nous aider pour mieux comprendre la distribution de médicaments et de comprendre les innovations qui existent dans ce secteur et de pouvoir partager
les médicaments appropriés qui peuvent vraiment aider à améliorer les systèmes de santé publique. Robert, vous avez des éléments de réflexion sur le rôle du secteur privé ou des partenariats innovants qui pourraient être mis en place? Quelles sont vos réflexions sur le sujet? Donc, tout simplement, on ne peut pas faire cela tout seul. On ne peut pas le faire sans l'aide du secteur privé. Donc, il nous faut vraiment considérer et accepter ce qu'ils peuvent apporter en matière d'innovation. Ce sont des problèmes majeurs qui doivent être résolus et on a besoin de leur aide. Et si je reviens à mon commentaire un peu plus tôt sur la durabilité, encore une fois, avec l'aide du secteur privé, si nous pouvons développer un modèle d'activité avec lequel ils sont prêts à être impliqués, cela peut vraiment aider dans le sens de la durabilité d'une intervention particulière sur laquelle nous nous penchons. Donc, je suis tout à fait d'accord de pouvoir impliquer le secteur privé à tout moment où cela est possible. Et absolument. Et bien sûr, s'assurer également qu'ils rendent des comptes par rapport à leurs investissements et sur l'impact local. C'est un point aussi très important. Alors que nous arrivons au terme de cette séance, j'aimerais faire un tour rapide, en fait, pour chacun et chacune d'entre vous. Qu'est-ce qui vous stimule le plus par rapport au rôle des systèmes de numérisation? Qu'est-ce qui vous stimule, vous excite le plus par rapport à la numérisation dans le cadre des systèmes de santé? Je vais donc essayer d'aller par rapport à, personnellement, ce qui me stimule par rapport à la numérisation du système de santé, c'est cette rapidité d'accès aux données. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on est en campagne MINDA, comme je l'ai dit, et il y a 7 préfectures déjà qui ont fait leur dénombrement. Et en un clin de temps, il suffit seulement que les données soient synchronisées et tout de suite là, ceux qui sont à Conakry, dans la capitale, on voit ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc, cet accès rapide et facile aux données est vraiment quelque chose de très, très excitant. Et en plus de ça également, c'est le fait qu'on puisse assurer ici l'archivage de ces données, c'est encore plus intéressant. Parce que, comme vous le savez, avec les papiers, on n'est jamais à l'abri. Mais lorsque les données sont numérisées, franchement, ça assure la sécurité, mais aussi l'archivage. Donc, voilà, moi, des deux éléments qui m'excitent beaucoup avec la numérisation, parce que nous vivons vraiment une expérience extraordinaire en Guinée actuellement avec la campagne de distribution des publicités. Merci. Excellent, merci beaucoup. Juliette, qu'est-ce qui vous stimule le plus, qui vous excite le plus? Donc, pour résumer, l'innovation et la capacité que ces solutions numériques nous apportent, en particulier lorsqu'il s'agit des activités de prédiction et de pouvoir protéger et comprendre les tendances, de pouvoir enfin ensuite les utiliser, les exploiter, soit pour faire davantage de prévention, et cela est très fort, très puissant, et le plus de solutions innovantes que nous aurons pour faire cela nous aidera vraiment à avoir une communauté en meilleure santé. Tout à fait, absolument. Et c'est très important, donc l'énergie, l'accès par rapport aux services de santé, comment cela peut nous aider ainsi. Robert, quelle est votre réponse par rapport à cette question? Qu'est-ce qui vous stimule, qui vous excite le plus par rapport à ces investissements dans la solution numérique? Donc, dans la santé numérique, généralement, les coûts sont en baisse et le pouvoir est plus fort. Nous pouvons faire tellement de choses, en fait, grâce à cette numérisation. Et c'est parfois difficile de vraiment saisir tout ce qui peut être fait grâce à cela. Et l'avantage principal par rapport sont dans les résultats que nous pouvons obtenir grâce au pouvoir de la technologie. Je pense que cela n'est que le début. Et c'est ce qui me stimule le plus. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, tellement d'avantages qui peuvent être créés ainsi. Merci beaucoup à vous tous pour votre temps, de vous être joints à nous à cette discussion aujourd'hui. Merci à notre hôte et à nos panélistes pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ceci conclut notre présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir.